Alors pour poursuivre cette matinée sur MedAgri 2022, c'est donc la 3e journée. Écoutez, je suis ravie de recevoir Denis Guttmüller, on s'est déjà eu online il y a 2 ans pour parler avec vous du syndicat général des Côtes-du-Rhône que vous présidez. Je trouve, et c'est pas pour cirer vos baskets, au syndicat des Côtes-du-Rhône, vous avez une démarche liée à l'environnement assez exceptionnelle depuis pas mal de temps déjà. Et je vous le disais en off tout à l'heure, et c'est vrai, c'est la première fois que je vais utiliser ce terme. Vous vous êtes aujourd'hui engagé sur une voie qui est celle de la vitiforesterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette démarche se met en œuvre? On est sur le chemin, hein, on est d'accord, sur votre territoire. Oui, alors merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc, effectivement, au syndicat général des Côtes-du-Rhône, on est sensibilisé à l'environnement. C'est un axe important, majeur pour nous. Majeur. Je pense qu'on est acteur du territoire, on est acteur de l'agriculture, de la viticulture. Et c'est important pour nous, à la fois pour nos exploitations, mais aussi pour l'approche sociétale générale, d'être vertueux et d'avoir des pratiques qui s'améliorent. L'amélioration continue, c'est un concept que j'aime bien. Et je pense que c'est important d'être toujours dans cette démarche de recherche du mieux, de mieux faire, d'être mieux disant par rapport à ce qu'on faisait avant. Ça s'appelle l'adaptation et l'évolution. Donc la vitiforesterie, effectivement, c'est un terme qui est un peu nouveau, parce que historiquement, dans nos vignes, alors à l'époque, on était dans je parle de quelques décennies, on devait nourrir la France, nourrir l'Europe, donc on était sur une agriculture plutôt productiviste, où l'élément majeur, c'était la vigne, et uniquement la vigne, donc la mauvaise herbe, le terme mauvaise n'est pas toujours sympa, la mauvaise herbe était un ennemi public, et donc il fallait être sur une vigne avec une parcelle de vigne avec uniquement la vigne et rien d'autre. On se souvient de rangs très alignés, puis rien au milieu et souvent rien autour. Ouais. C'était le concept, c'était une vigne propre, ce qu'on appelait une vigne propre à l'époque. Donc on voit maintenant nos vignes qui sont enherbées une grande partie de l'année. Donc c'est effectivement quelque chose de très bon parce que c'est ça qui permet de développer la biodiversité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire accompagner nos adhérents vers des démarches de vitiforesterie qui peuvent être soit sur le périmètre de la parcelle, soit intraparcellaire, ce qui est encore une démarche qui va encore un peu plus loin. Il nous semble important de préserver ce végétal local qui doit apporter des capacités de la vigne de répondre dans son ensemble à l'ensemble des agressions auxquelles elle est exposée, notamment les problématiques climatiques. Donc, on sait qu'avoir des arbres génère des microclimats vraiment à l'échelle de la partie de la parcelle pour qu'elle puisse mieux résister. Alors, il faut pas on n'a pas envie d'emmener nos adhérents et de vendre du rêve dans un contexte idyllique. Il faut choisir les bonnes essences, il faut faire ça au bon endroit. Ce travail-là de choisir les bonnes essences, vous le faites là aussi d'une manière particulièrement intelligente, c'est-à-dire que vous avez choisi un partenariat avec une entreprise qui en fait fait du sourcing sur vraiment des essences locales, voire sauvages. Tout à fait. Alors, la vitiforesterie veut dire il y a deux approches. Soit laisser pousser un végétal qui est naturellement en place, plutôt que d'arracher un arbre, on le laisse pousser, on l'accompagne, qui a poussé naturellement, qui a germé naturellement sur la parcelle. Soit on fait de l'importation de végétal et on l'implante dans la parcelle ou sur la périmétrie de la parcelle. On est parti sur une approche qui nous semblait pertinente, c'est de cultiver un végétal local qui correspond vraiment à nos territoires, à nos climats et à quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire, on a fait un partenariat avec une entreprise qui propose une solution pertinente de recherche de graines et de boutures dans la zone des Côtes-du-Rhône, sur une vingtaine de variétés. Donc ça vient vraiment de notre zone de production, c'est du végétal qui est adapté à notre climat, à notre contexte. Et ce végétal, donc, cette matière première est collectée par cette entreprise sous notre cahier des charges
et on aura une phase de reproduction en pépinière et nos vignerons pourront acheter des plants à cette entreprise en sachant précisément d'où vient le papa et la maman du végétal qu'ils achètent. C'est-à-dire le chêne vert que je vais acheter, on saura qu'il a été prélevé dans la parcelle numéro machin de la commune de temps. Il pourra même aller voir la parcelle parce que ça sera voir le spécimen parce que ça sera géolocalisé et il pourra voir comment ça se passe. Ça, l'intérêt, c'est d'avoir des végétaux les plus adaptés à nos territoires et deux, de préserver ces végétaux. Parce que si on reproduit ces végétaux de façon naturelle, on se donne la capacité de les préserver, quoi. Donc pour nous, c'est un enjeu important, c'est notre histoire. Enfin, les Côtes-du-Rhône et les vins d'appellation sont des terroirs. Et ces terroirs, il faut les cultiver et les préserver, quoi. Alors, ce matériel végétal qui arrive donc dans ces parcelles viticoles vont au-delà de nous faire de jolis paysages, hein. Je sais que c'est un sujet au syndicat des Côtes-du-Rhône que vous maîtrisez parfaitement. Juste pour bien comprendre, est-ce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur des haies, voilà, autour du vignoble, ou est-ce qu'on peut imaginer aussi implanter des arbres, je ne sais pas, hein, je dis peut-être une grosse bêtise, au milieu des vignes? Tout est envisageable. Vraiment, le champ des possibles est ouvert. Ça sera à chaque vigneron de voir ce qu'il souhaite faire. Je pense que dans un premier temps, la gestion des bordures est la plus facile, entre guillemets. Et puis voilà, on commence par là. On peut même imaginer, parce qu'il y a des pousses naturelles de végétaux qui sont là, et on peut imaginer de laisser un arbre pousser plutôt que de le tondre tous les ans. Voilà, il y a des choses faciles à mettre en œuvre. Après, effectivement, sur des grandes parcelles, la question se pose de faire de la vitiforesterie intraparcellaire, c'est-à-dire j'arrache quelques rangées de vignes pour mettre en place des arbustes, du romarin, n'importe quoi, enfin n'importe quel végétal qui apporte une diversité de par sa présence et aussi de par sa capacité à accueillir de la biodiversité. C'est ça, parce que là on travaille sol, on travaille aussi au-dessus, on accueille toute une biodiversité, les insectes, on le voit bien hein, aujourd'hui que cette question de la monoculture pose problème, on ne sait plus la peine de se le cacher. Donc là, en réintroduisant, vous avez de la biodiversité au cœur des parcelles, on peut se dire qu'effectivement, on va travailler sur les sols de manière un peu plus précise. Les parcelles en Côtes-du-Rhône, elles sont très grandes ou pas en moyenne? C'est assez variable, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il y a eu historiquement des remembrements, donc il y a des parcelles qui de fait sont plutôt grandes. Et d'autres où la géologie fait que les parcelles sont toutes petites, quoi. C'est vraiment variable. Mais là encore, on a un sujet parce que, notamment sur ces zones qui ont été remembrées donc dans les années 70 pour optimiser le travail de mécanisation, c'était à l'époque toujours dans cette culture de nourrir la population, enfin dans une approche productiviste qui avait du sens à l'époque et qui l'a toujours un peu. Donc on a des zones qui sont des océans de vignes, quasiment à perte de vue, sans aucun autre ou très peu de végétaux différents, quoi. Donc tout ça, on le voit, moi sur la commune où je suis, on a une zone où on a des problématiques de vers de la grappe, donc une présence assez marquée de vers de la grappe sur certains secteurs, notamment ces zones qui ont été restructurées, remembrées, où ce sont des océans de verdure de vignes sans arbres. Et sur d'autres parties du territoire de la commune, alors on ne sait pas si le lien est tout à fait marqué, mais je pense qu'il y a un fond de vérité, où on a beaucoup plus d'arbres, des haies de cyprès qui ont été conservées, des choses comme ça. On a beaucoup moins de présence de ce papillon, en fait, ou de ce ver. Tout ça pourquoi? Parce que les arbres hébergent naturellement des chauves-souris qui elles-mêmes se nourrissent des papillons qui vont pondre et faire des vers qui vont poser des problématiques de vers de la grappe. Donc je pense qu'on a, même si on ne mesure pas forcément l'intérêt majeur de planter des arbres dans sa vigne, parce que on change le modèle un peu, il faut réfléchir un tout petit peu plus loin et on se rend compte que ça a un intérêt majeur qu'on ne mesure pas forcément au départ. D'où l'intérêt de faire de la pédagogie, de faire de l'explication, de proposer des solutions pertinentes pour que petit à petit les choses se mettent en place et que dans l'imaginaire collectif vigneron on puisse avancer dans le bon sens.
On le voit ici, c'est un sujet qui est largement abordé, notamment sur le pôle innovation de Medagri. On a cette entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mycophyto et qui travaille sur la mycorhisation, hein, qui remet en fait du champignon dans le système racinaire de la vigne pour la rendre plus résistante. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nos alliés, effectivement, ce sont tous ces acteurs de la biodiversité, que ça vole, que ça se mycorhize, que ce soit dans les sols, il faut remettre de la vie. Un autre sujet avec votre syndicat, vous travaillez justement sur cet observatoire agricole de la biodiversité. Alors comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Alors pour protéger, il faut connaître. Je pense que c'est le premier. Il faut être sensibilisé à ce qui se passe sous nos pieds et dans notre sphère proche, en tout cas celle de nos vignes. Donc on a mis en place depuis 2 ans un observatoire agricole de la biodiversité pour nos adhérents, donc sous une démarche volontaire bien sûr. Hein. Donc le principe est le suivant, c'est-à-dire, parce que dans la biodiversité, il n'y a pas que l'espèce qu'on ne voit pratiquement jamais, qui est presque éteinte, il y a aussi tout le reste, quoi. Les espèces communes auxquelles on ne fait pas forcément attention. Je pense notamment aux vers de terre. Oui. Ça fait pas forcément. Il nous manque. Mais on n'y fait pas toujours attention. On n'est pas toujours, on n'est pas toujours attentif à ce qui se passe avec ces petites bêtes. Et donc, cette population intéresse, notamment dans le cadre de cet observatoire. C'est-à-dire qu'on met en place des procédures de comptage, d'observation, de variétés, d'espèces, de vers de terre. Et l'idée, c'est de pouvoir faire remonter au national, parce que c'est au départ une démarche nationale, portée par le Muséum d'histoire naturelle. Et on fait remonter des informations de, voilà, j'ai constaté la présence de telle variété, tant de vers de terre de cette variété sur ma parcelle qui est localisée ici. Les informations remontent au national et ça permet d'avoir une donnée réelle de l'agriculture générique, quoi. Enfin, ouais. de la biodiversité générique, quoi. Par l'agriculture, Voilà. et effectivement. Alors, on n'a pas encore de résultats de tout ça, ou est-ce que le grand public ou les agriculteurs peuvent aller consulter un peu les données sur un site public? Alors, nous, on arrive à faire des retours directs à nos adhérents qui rentrent dans la démarche. Ouais. Et au niveau national, je ne sais pas. D'accord. Je sais pas. Ok. Ce que vous constatez justement en matière de biodiversité à votre échelle, sur votre territoire, là aussi, est-ce qu'on a des références historiques? Parce qu'on ne comptait pas les vers de terre auparavant, hein, ils étaient là, on était ravis qu'ils soient là. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent une tendance voilà, sur votre territoire? Alors, on sait que de manière globale, hein, la biodiversité tend plutôt à comment dire, régresser, on va dire. Mais est-ce que vous avez des outils de mesure pour vous rendre compte que ce que vous êtes en train de mettre en place, et depuis déjà quelques années, hein, parce que je le redis, au syndicat des Côtes-du-Rhône, vous êtes quand même sur le sujet depuis longtemps, est-ce que vous commencez à avoir des effets positifs? Alors, l'observatoire est actif depuis 2 ans seulement, donc on a peu de retours. Enfin, si, nous sommes sur des cultures pérennes. Et nous avons cette approche pérenne aussi, pluriannuelle, sur ce qu'on observe. Ce qui est sûr, c'est que les pratiques ont déjà commencé à changer, notamment en termes de gestion des couverts végétaux. On laisse de l'herbe plus longtemps. Une vigne nue devient extrêmement rare dans nos territoires, quoi, hein. Sauf à une partie de l'année, bien sûr. Quand on est en plein cœur de l'été, là, fatalement, ça se comprend beaucoup mieux. Mais en tout cas, en hiver, on a une vraie présence d'herbe qui est là, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années déjà. Donc il y a une vraie tendance de fond qui est en train de se mettre en place. Et on sait bien que dans la mesure où on donne à manger à l'élément, enfin, au ver de terre notamment, il va s'installer naturellement, quoi. Ouais. Donc laisser de l'herbe, ça veut dire laisser des racines d'herbe, ça veut dire laisser un peu de potentialité d'humus et de compost qui vont alimenter les populations de vers de terre. Et donc ils arrivent. On le voit nous sur j'ai des retours d'expérience de vignerons qui me disent, voilà, moi je suis passé en bio, donc je laisse un peu plus d'herbe parce que par là. Il y a 5 ans, faire des trous de vigne, ça veut dire faire des complantations, c'est-à-dire j'ai un pied qui est mort, je le remplace, donc je prends une mini-pelle, je fais des trous et je sors de la terre, je sors les racines et je refais. Hein.
avant, il ne voyait pas de vers de terre quand il faisait ses travaux, et depuis qu'il a laissé de l'herbe dans ses vignes, bon, ça met un tout petit peu de temps à venir, hein, il faut compter 4-5 ans, mais effectivement, il dit maintenant, j'ai des vers de terre, je vois des vers de terre physiquement quand je fais mes trous, donc ça veut dire que là, les choses ont changé, quoi. Enfin, et donc, la terre a changé. C'est-à-dire que tout ce travail opéré par effectivement, la vie dans le sol permet aussi, j'imagine, hein, pour un vigneron, quand il met son coup de pelle, de voir ça, c'est quand même un vrai bonheur. Parce que autrefois, ça pouvait aussi... On a eu quand même une période où on s'est un peu inquiété de plus voir cette vie dans les sols. C'était une vraie inquiétude. Oui. Ça tend... Est-ce que... En fait, aujourd'hui, ces pratiques, ces nouvelles pratiques culturelles avec vos adhérents, est-ce qu'elles se mettent en place? Vous avez fait un guide de recommandation. Oui. Est-ce que l'idée, c'est vraiment que tout le monde s'y mette? Il faut encore accompagner les vignerons sur ces sujets-là. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'on a besoin d'un guide de recommandation? Et est-ce qu'il y a encore des résistants? Je dirais que sur un collectif, la résistance, c'est normal. C'est normal, on est un collectif avec des diversités, avec des approches différentes, donc ça fait partie du jeu. Et l'objectif, c'est justement de convertir ces résistants. On a besoin d'un guide parce que, pour moi, c'est absolument nécessaire, parce qu'on a besoin de montrer que c'est possible. Et on a besoin de montrer que c'est possible par le prisme de vignerons qui ont déjà essayé, qui ont déjà expérimenté des choses et qui donnent leur partage d'expérience. C'est toujours plus difficile quand vous avez, pour un agriculteur, un Parisien qui vient lui expliquer comment il doit travailler, quoi. Ouais. Enfin, je force un peu le trait, mais c'est un peu ça. Ouais. Par contre, quand c'est un vigneron qui a essayé, qui fait un partage d'expérience et qui dit voilà, moi j'ai fait ça, j'ai essayé des couverts végétaux, j'ai semé cette variété sur ce type de parcelle, dans ce type de territoire, et ça a marché, là on a une information qui tient la route, quoi. C'est quoi le frein, en fait? Est-ce que changer ses habitudes, c'est pas simple, c'est juste ça? Ou est-ce qu'on peut avoir un risque en se disant, si je mets des choses que j'ai pas du matériel végétal que j'ai pas l'habitude d'avoir sur mes parcelles, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me ramener des maladies, j'en sais rien. Quels sont les freins? C'est un peu l'inconnu, quoi. C'est-à-dire, voilà, je sème par exemple, je sème une vivace. Est-ce que je vais pouvoir ne plus l'avoir quand j'en ai plus besoin, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça le concept, quoi. D'où l'intérêt du partage d'expérience, qui est important pour éviter les mauvais choix. Au moins au début. Là, par exemple, pour les couverts végétaux, on propose une sélection de graines qui sont issus de la culture paysanne, en fait, qui sont adaptés, quoi. Donc celui qui n'a pas forcément le temps ou l'envie de passer énormément de temps à chercher les bonnes variétés adaptées vraiment à son terroir, à son objectif de production, de qualité, tout ça, on propose des formules qui sont déjà faites et qui ont 99% de chances d'être adaptées à ce qu'il veut faire. Donc tout ça pour faciliter, pour dire voilà, c'est possible, tu te lances, tu essayes, toi-même, tu vois ce que ça donne, et on est quasiment certain que tu seras convaincu et qu'après tu voleras de tes propres ailes, quoi. Ces fiches pratiques qu'on trouve dans votre guide de recommandation, donc quels sont les sujets? Vous avez parlé des couverts végétaux. Est-ce que... Alors on commence. Ouais, donc on a c'est ça, vous allez les faire pour l'instant, évoluer. on a un guide qui est composé de 2 fiches majeures. Ouais, Voilà, mais c'est important. l'important, c'est de commencer. Voilà, tout à fait. Et comme on ne veut pas vendre du rêve ou emmener nos adhérents dans des voies compliquées, on prend le temps de faire les choses comme il faut et d'être sûr de pas faire prendre de risques. Il n'y a rien de pire que de les décevoir. Là, ils n'y reviennent plus. Je concède qu'on met un tout petit peu de temps, mais c'est nécessaire pour être dans la vérité, quoi. Donc on a fait un guide, la première fiche, on a fait un guide avec plusieurs fiches. Donc la première, c'est les couverts végétaux en hiver. Ouais. Donc est-ce que c'est pertinent de laisser un couvert végétal? Oui. Est-ce que c'est plus pertinent encore de semer autre chose? Pourquoi pas? Oui. Donc on apporte des réponses aux questions que nos adhérents peuvent se poser. Et ensuite, la deuxième fiche, c'est les arbres ou les végétaux autour des parcelles. Ok.
Donc, vraiment sur cette idée. qu'est-ce que ça peut apporter comme problématique? Parce qu'on a chez nous quand même une problématique sérieuse, c'est le stress, enfin, c'est le déficit hydrique. Le stress hydrique. Donc on peut avoir des problématiques de concurrence entre des espèces et la vigne. Donc ça, c'est pas le but non plus, quoi. L'idée, c'est vraiment de trouver des espèces qui soient adaptées et qui permettent de maintenir un potentiel de production, parce que ce qui compte quand même, c'est l'économie. Enfin, je pense que c'est une évidence pour que les entreprises puissent tourner. Et on souhaite travailler cet angle économie en l'associant avec l'angle environnemental. Très bien. Alors, peut-être juste, on finit, mais donner une petite photographie de ce syndicat des Côtes-du-Rhône. Aujourd'hui, c'est combien d'adhérents, pardon. Votre territoire, la superficie, vous avez quelques chiffres à nous donner comme ça? On a quelques chiffres. Donc, le syndicat général des Côtes-du-Rhône, c'est 6 départements, c'est 3 régions administratives. On représente 40 000 hectares de Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône village en production. On est à peu près un petit millier de caves particulières, une cinquantaine de caves coopératives et 4000 vignerons. Voilà, donc on peut être un très grand syndicat et se lancer dans cette transition agroécologique en accompagnant au mieux ses adhérents, en ayant vraiment une volonté, une vision. Et Denis, je vous le dis, vraiment, je suis admirative du travail qui est fait au sein de ce syndicat depuis plusieurs années. C'est pas de l'effet d'annonce, c'est pas du coup de pub, c'est un travail de fond, intelligent, qui est mené. On devrait vraiment tous regarder du côté des Côtes-du-Rhône ce qui s'y passe. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau Télé 2 Medagri. Je vous souhaite un excellent salon. À bientôt. Merci, merci et très bon salon à tous et à bientôt. Merci. Au revoir.